Bonjour, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro des mots et débats. Un plaisir de nous retrouver autour des livres. L'invité du jour, il est franco-guinéen, diplômé en droit et en économie. Il se consacre depuis de nombreuses années à l'étude et à l'analyse des questions de paix, de sécurité, de démocratie, de défense des droits de l'homme en Afrique. Il est consultant international. Il est également l'auteur de la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest chez Cartala en 1997 et puis d'autres essais. Par exemple, commerce moderne des armes en Afrique, circuit et acteur en 2016. Je vous présente Mamadou Aliou Bari. Bonjour. Bonjour. Vous y allez bien? Ça va très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. J'ai cité quelques ouvrages, il y en a d'autres naturellement. Puis là, il y a un nouvel ouvrage qui vient de paraître qui s'intitule Revenir, l'Afrique en cœur, aux éditions Descartes et puis aux éditions 100 000 milliards. Je vous propose de commencer tout de suite avec Au fil des pages. Revenir, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, c'est un essai. Alors, dès les premières pages, Mamadou Aliou Bari, vous faites le portrait de votre famille. Vous êtes Peul, vous êtes en Guinée. On sent qu'il y a un attachement particulier très fort à la Guinée. Vous expliquez dès le début l'enfer de vivre sous le régime de Sékou Touré. Expliquez-nous. Oui, d'abord, je vous remercie de cette invitation. Ce livre, j'ai voulu le commencer par mon parcours personnel depuis l'enfance et expliquer comment un jeune comme moi, issu d'une éducation Peul, a pu grandir dans un régime marxiste totalitaire qui était complètement contraire à la tradition, aux valeurs africaines et notamment Peul. Donc dès le début de l'ouvrage, je commence à expliquer ça. Donc je suis pratiquement né déjà dans une contradiction de ce pays qui a été l'un des premiers à dire non au général de Gaulle à prendre l'indépendance et puis qui s'est embarqué tout de suite dans un régime totalitaire sous la tête de Sékou Touré. Et comment, j'explique comment, tout jeune, comment on a vécu dans ce système. C'est pourquoi je dis d'ailleurs grandir sous Sékou Touré. Sous Sékou Touré. Et puis, vous décidez de partir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Là, on voit tout de suite que c'est un voyage à haut risque. Bien sûr, c'est pour fuir ce régime que vous partez, puisque une partie de votre famille vit en Côte d'Ivoire. Et là, il y a cet espoir de vivre autre chose que la famine, la peur, la terreur en Guinée. Oui, tout à fait. Le paradoxe et la difficulté dans ce pays, ça a été le premier pays qui a dit non à De Gaulle. Oui. En interne, c'était vraiment un vrai goulag, une prison, alors que sur le plan africain international, Sékou Touré était vu comme un nationaliste panafricaniste. Donc beaucoup de pays africains, beaucoup de pays à l'étranger ont fermé les yeux sur ce qui se passait en Guinée. Alors qu'autant Sékou prônait le panafricanisme à l'extérieur, autant on vivait en Guinée sous un régime vraiment de dictature et un vrai goulag. C'était vraiment une prison fermée. Et il y avait deux choix pour les Guinéens à l'époque, c'est soit périr dans cette prison, dans ce enfermement, ou partir en exil. Et à 19 ans, comme de nombreux Guinéens, parce que je n'ai pas été le seul, aujourd'hui on estime qu'on est à l'époque, auprès de 5 millions de Guinéens ont pris le chemin de l'exil. Et à l'époque, ne voulant pas vivre sous cette dictature, j'ai pris, comme de nombreux Guinéens, le chemin de l'exil. Et à 19 ans, j'ai fait près de 150 km pour sortir de la Guinée et arriver à Abidjan. Et là, vous arrivez à Abidjan, un voyage donc à haut risque, comme je le disais, mais il y a ce chagrin. Votre mère vous manque, elle demande à ce que son fils revienne, et là vous faites le trajet inverse, mais il y a cette crainte de retourner en Guinée, parce qu'on sait ce qui vous attend. Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma famille, comme dans beaucoup de familles guinéennes, mon frère aîné a été arrêté par Sékou Touré et donc fusillé. Mon frère qui suivait direct, qui est journaliste d'ailleurs très connu, qui aussi a pris le chemin de l'exil. Et moi aussi, j'ai pris le chemin de l'exil. Arrivé à Abidjan, j'ai un autre frère qui lui-même avait fait le même circuit, qui vient me dire, bon, dans la famille, tous les garçons sont partis, la maman ne se porte pas très bien. Et surtout ton départ, parce que moi, j'étais pratiquement le dernier des garçons du côté de la maman. Donc il m'a dit, elle n'arrive pas à se remettre sur le fait qu'il soit parti.
après plusieurs réflexions, j'ai décidé de faire le chemin inverse avec tous les risques. C'est-à-dire j'avais pris tous les risques pour partir et j'ai pris tous les risques de revenir en Guinée. Et malheureusement, je suis revenu au bout d'un an. C'était encore plus invivable. J'étais obligé de reprendre le chemin de l'exil. Il y a un chemin justement, il y a un souvenir qui vous marque et puis aussi qui est assez effrayant quand vous le décrivez. C'est en avril 1974 lorsque vous retournez en Guinée après être parti d'Abidjan. C'est le meurtre d'un professeur et d'une jeune étudiante. Et là, vous voyez devant vous la première fois, on tue en direct un étudiant. Alors, jusqu'à maintenant, avec même après de nombreuses années, c'est une image qui m'est restée gravée dans la mémoire. Moi, je fais le bac en 73 à Dalaba, j'arrive à Poli, donc après avoir fait un tour à Abidjan et revenu. Au mois d'avril, on arrive à Poli, jeune étudiant. Et un matin, j'allais à l'université, je rencontre des gens qui revenaient en courant et puis bon, je me demande qu'est-ce qui se passe. Là, on nous dit, voilà, il y a un étudiant qui a fusillé une fille et un étudiant. Donc tout le monde était effrayé. C'est la première fois que c'est arrivé dans un campus universitaire à Conakry. Et le lendemain, on fait un simulacre de procès devant tous les étudiants. Et le comité révolutionnaire à l'époque, les ministres qui étaient là, décident la peine capitale. Dans notre imaginaire, peine capitale, bon, on ne savait même pas ce que c'est. Et malheureusement, après la sentence, on a demandé à tous les étudiants, nous on était en première année, on nous a demandé tous d'aller au champ dans le domaine de l'agriculture, à la faculté d'agronomie, qui était juste à côté du chemin de fer. On nous a mis tous, nous on était tout jeunes, on s'est assis et devant nous, on a mis 8 militaires là, qui ont déchargé leurs armes sur ce jeune étudiant. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu des balles transpercer le corps d'un étudiant. Alors, quand je suis sorti de là, je suis revenu chez ma sœur où j'habitais. Elle-même, elle avait entendu les coups de feu. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit, non, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est impensable. Ce jour-là, j'ai pris la décision de quitter définitivement la Guinée et de ne plus y remettre les pieds. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est une image qui m'est restée complètement dans la mémoire et c'était effrayant. C'est indélébile, voilà, c'est normal. Ce qui m'a le plus surpris, 2 ans après, j'étais en France, j'ai un ami qui est venu, il m'a dit, mais là, tu n'as rien vu, c'était un étudiant qu'on a fusillé, mais 6 mois après, on a enterré un type vivant à Conakry. C'est-à-dire les atrocités commises sous Sékou Touré, ma génération est à jamais marquée par ces 26 années de régime de Sékou Touré. On a des familles entières qui sont aujourd'hui traumatisées, qui ont perdu leur époux, leur mari. Et malheureusement, dans ce pays, on n'a pas fait le deuil, on ne s'est pas remis du système Sékou Touré parce qu'il n'y a pas eu de procès, il y a des charniers, les gens ne savent pas. Voilà, il n'y a pas et malheureusement, on ne s'est pas guéri du régime Sékou Touré et les mêmes problèmes continuent jusqu'à maintenant en Guinée. Là, on arrive au chapitre où vous pouvez vous décider. Vous avez de la chance de pouvoir fuir ce régime puisque vous avez un cousin qui habite en France et qui s'occupe, ou un cousin ou un frère, parce que je sais que il y a de la famille qui vit en France et qui vous aide à venir, à vous exiler en fin de compte. C'est en juillet 1975, vous prenez la première fois l'avion, mais vous parlez quand même les premières galères de ce qu'être un migrant en fin de compte. L'OFPRA, avoir ses papiers, c'est un combat de tous les jours. Oui, en fait, moi je suis parti de la Guinée en disant, ma seule hantise c'était d'échapper à cette dictature. Je ne pouvais pas imaginer ce qui m'attendait en exil. Je suis arrivé en France le 25 juillet 1975 où, à l'époque, le gouvernement Giscard avait décidé d'instaurer le système de carte de séjour et de carte de travail pour les Guinéens. Donc je suis arrivé à l'aéroport tout naïvement, le policier qui me demande qu'est-ce que je viens faire en France, je dis non, je suis venu pour étudier. Il m'a dit oui, il m'a mis sur mon passeport, c'est séjour temporaire. Moi j'étais très content, j'arrive à Toulouse chez ma sœur, je dis bon voilà, je viens, j'ai la liberté et tout. Je ne pouvais pas imaginer que c'est là où la galère va commencer parce que d'abord j'arrive en France, nous ne pouvons pas venir avec des papiers guinéens, je suis venu avec des papiers voltaïques.
qu'on appelait à l'époque aujourd'hui le Burkina Faso. Il fallait déjà démontrer à Toulouse, à la police, que je ne suis pas burkinabé, que je suis guinéen. Hormis ça, après, on m'a dit oui, il faut demander le statut de réfugié politique. Donc j'ai demandé le statut de réfugié politique que j'ai obtenu en début janvier 2076. J'ai été l'un des premiers jeunes Guinéens à bénéficier de ce statut. Pour moi, bon, la galère finissait. Mais alors, quand vous allez chercher du travail, on vous dit qu'il faut une carte de séjour. Quand vous allez à la préfecture pour demander comment on peut obtenir une carte de séjour, on vous dit non, il faut trouver un contrat de travail. Quand vous allez voir l'employeur, il vous dit on ne peut pas vous embaucher si vous n'avez pas une carte de séjour. Donc, c'est un circuit qui... Un cercle vicieux, quoi, pour oui, empêcher toute classe. Et dans tout cet imaginaire que moi je m'étais construit à Abidjan en disant je viens en France, c'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays d'accueil. Donc j'avais plein de préjugés. Donc ça vous, voilà, ça vous revient en pleine figure en disant bon. Et c'est là où le déchirement pour un immigrant commence. Et puis jusqu'à date aujourd'hui, on voit ce qui se passe ici en termes d'immigration. Mais ça a été vraiment une vraie galère. Et pour s'en sortir, à un moment donné, j'ai beaucoup d'amis qui ont déprimé. Moi-même, j'étais à la limite de la dépression parce qu'on vous fait tourner... Alors, en fait, on vous dépersonnalise dans cet accueil. Heureusement, il y a eu en France des structures comme la CIMAD, la France Terre d'Asile, qui ont beaucoup accompagné les migrants. Surtout à l'époque, nous, c'était à l'époque de la guerre froide. On me disait, oui, le régime sécuritaire a pris fait et cause pour les pays de l'Est. Vous venez dans un pays qui se dit plus ou moins marxiste, vous voulez faire reconnaître votre statut de réfugié, ce que j'explique dans ce livre, c'est bien de partir, mais je ne pouvais pas imaginer la galère que j'allais trouver en France. Après votre intégration, parce que vous intégrez Couët Kidan, c'est l'école pour devenir officier, et vous espérez, après donc avoir réussi votre concours et cette école, vous espérez en fin de compte partir en Afrique pour faire partie de la coopération militaire française, mais à chaque fois on vous dit non, et à chaque fois on envoie plutôt des Français sur le continent, et vous écrivez un article, l'incohérence de la coopération militaire française en Afrique de l'Ouest. Expliquez-nous. Ouais. En fait, bon, je peux dire quand même, j'ai eu la baraka après tous mes problèmes de démarche de réfugiés. J'ai eu la chance de faire l'UIT de Sceaux. Donc j'ai réintégré la nationalité française en 1979 après mes études. Donc à l'époque, le service militaire était obligatoire. J'avais une proposition de contrat avec Alcatel et quand j'ai signé mon contrat de CDI, je devais aller travailler à Strasbourg. Et je reçois une convocation du service militaire qui était obligatoire. Donc je vais à Strasbourg pour mes 3 jours de sélection. Je rencontre une dame là qui était adjudante. Je dis mais moi, mon souci, c'est comment travailler et aider ma famille. Parce que j'ai eu toujours ce souci, comment accompagner, aider ma famille qui est restée en Guinée. Et moi, je dis, je ne peux pas aller perdre 1 an au service militaire. Je risque même de perdre mon contrat. C'est là où elle prend mon dossier. Elle me dit, bon, vous avez un bac +2, mais vous remplissez les conditions pour entrer dans les écoles de Couët Kidan Saint-Cyr. Oui. Donc, je fais le concours. Je rentre en 81 à Couët Kidan en disant, bon, voilà, je deviens officier, donc je vais servir. Et volontairement, je prends le service de santé des armées comme officier, qu'ils appellent aujourd'hui les commissaires. Je dis parce que c'est un corps qui va me permettre d'aller en Afrique et y travailler. Ouais. Donc, étant jeune lieutenant, je commence à faire des démarches, à postuler sur les postes qui sont disponibles en Afrique dans le cadre de la coopération militaire. Mais à chaque fois, j'ai la même réponse. Oui, mais alors, je ne comprenais pas pourquoi je ne peux pas. Il a fallu un jour qu'un général qui me reçoit, il me dit, écoutez, on ne peut pas vous envoyer en coopération. D'abord, vous êtes d'origine guinéenne. Vous ne pouvez pas aller en coopération parce que vous n'avez pas le profil. Donc moi, je ne savais pas ce que c'est le profil, mais en fait, j'ai compris plus tard qu'on envoie en coopération que les gens qui ferment les yeux, qui ne sont pas là pour aider plutôt l'Afrique. Des gens qui viennent là pour le CFA, le soleil et qui reviennent. Profiter, voilà 4 fois leur salaire. Et puis, Je comprendrai d'ailleurs, c'est après pourquoi j'ai écrit beaucoup de livres sur ça, c'est la coopération militaire, tout comme la coopération civile. C'est-à-dire que
toute l'aide qui a été apportée en Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits sur ça, c'est devenu plus une dépendance qu'une aide à l'émancipation ou au développement de l'Afrique. Mais en tout cas, cette intégration à Kouakidan-Saint-Cyr vous permet quand même d'aller sur le terrain, de voyager, puisqu'il y a même, bon, je saute bien sûr des étapes de votre ouvrage, puisqu'il y a même un Premier ministre qui voudra que vous soyez son conseiller. On parle de Lansana Kouyaté. Personnellement, très reconnaissant à Lansana Kouyaté, bien que bon, il n'a pas eu le temps de s'occuper de mon séjour en Guinée, mais je lui suis profondément reconnaissant parce qu'il m'a permis de revenir en Guinée. Et si j'ai pu écrire ce livre aujourd'hui, parce que je suis arrivé en Guinée en 2008 sur ses conseils et sur sa recommandation, et je suis resté depuis. Donc j'ai pu voir le pays que j'ai laissé et tous les dégâts de la coopération, de l'aide de développement. C'est vraiment grâce à lui. Et le pays, ce que je dis dans le livre, c'est-à-dire quand je suis revenu en Guinée, quand Sékou Touré est mort, je suis revenu de façon systématique en vacances. Mais en 2008, Lansana Kouyaté a sollicité le ministère de la Justice où je travaillais et je suis revenu en Guinée comme conseiller aux droits de l'homme. Parce que je lui avais dit... mais avant de partir, j'ai été voir M. Stéphane Hessel, malheureusement qui est décédé, qui est vraiment un grand diplomate. Et je lui ai dit, voilà, je suis sollicité pour aller en Guinée. Je l'avais sollicité pour un forum que j'organisais à Bamako. Il m'a dit de façon très simple, si vous retournez en Guinée, vous n'avez qu'une seule vocation, une seule action à faire, c'est de travailler sur les droits de l'homme. Parce que c'est un pays qui a été victime de beaucoup d'atrocités, de violences politiques. D'abord, vous êtes guinéen d'origine, vous êtes militaire, donc vous êtes bien placé. Donc il m'a conseillé de mettre en place un observatoire. Donc je suis venu présenter ça à Lansana Kouyaté qui a accepté. Je suis revenu en Guinée. Bon, les aléas de la Guinée ont fait que M. Kouyaté n'a même pas fait un an. Il y a eu deux et il a été limogé. Mais moi, j'ai décidé à l'époque de rester parce que je me suis dit, bon, je suis revenu, et depuis lors, je suis resté en Guinée et j'ai beaucoup appris. Et encore une fois, je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement Lansana Kouyaté de m'avoir permis d'avoir remis les pieds dans mon pays d'origine. Et pourtant, dans votre ouvrage, vous dénoncez énormément de choses, la corruption. Oui, non, mais il y a un problème qui est dramatique en Afrique, où les institutions internationales, plus de Banque mondiale et tout, ont une forme de complicité. Même le problème du djihadisme dans le Sahel ou ailleurs en Guinée, ce n'est pas le fait de la pauvreté. Ça, personnellement, je recuse ça. Mais c'est beaucoup dû au fait de la malgouvernance, de la corruption qui a gangréné tous ces États. Et il y a un véritable égarement des élites africaines, notamment guinéennes. Aujourd'hui, on pensait qu'avec l'élection d'un ancien opposant qui a fait 40 ans et tout, qu'on pouvait avoir une autre forme de gouvernance dans ce pays. Et aujourd'hui, on a la pire des gouvernances. Pour une raison très simple. Si les jeunes aujourd'hui, comme les jeunes Guinéens, qui quittent la Guinée, ils ne quittent pas parce que la Guinée est pauvre. Ils ne quittent pas parce que la Guinée, il y a l'intégrisme musulman. Ils quittent la Guinée parce que le pays est excessivement mal géré et ils n'ont aucune perspective. Et aujourd'hui, même M. Macron, à Bamako, a reconnu qu'il ne faut pas voir le djihadisme sous l'angle uniquement sécuritaire. C'est qu'il y a une vraie forme de malgouvernance dans ce pays et tout le monde ferme les yeux. On ne peut pas expliquer des pays aussi riches que la Guinée, avec 12 millions d'habitants, riches en sol et en sous-sol. Comment ce pays peut se retrouver dans des zones minières comme Boké, où les jeunes n'ont ni accès à l'eau, ni accès à la santé, ni accès à l'éducation, alors qu'à longueur de journée, des entreprises chinoises ou occidentales exploitent la bauxite et l'exportent. Moi, je vais souvent dans cette zone. Aujourd'hui, le drame de l'Afrique, notamment de la Guinée que je connais bien, c'est beaucoup plus une forme de malgouvernance que de pauvreté. Il y a aussi ce drame dont vous parlez, c'est le 23 octobre 2010. Vous faites partie de l'Observatoire de défense des droits de l'homme et on vous appelle parce qu'on dit attention, il y a des militaires qui sont en train de tabasser des jeunes et vous y allez. Oui, tout à fait. Alors là, en 2010, il y a eu les premières élections démocratiques, soi-disant, entre guillemets, en Guinée. Le premier tour a eu lieu en début juin. Et juste après le premier tour,
Il y a eu les résultats où il y a 2 candidats qui sont sortis en tête. M. Cellou Dalein Diallo qui a eu, je crois, dans les 40% ou un peu plus, et M. Alpha Condé qui a eu 18%. Donc, et une vraie tension a commencé à se faire sentir dans le pays, notamment quand M. Alpha Condé est revenu d'une campagne à Conakry, au Palais du Peuple. Il dit publiquement qu'il y a ces militants qui ont été empoisonnés, et c'est le fait des Peuls. Donc la tension interethnique était très vive. Et à l'époque, moi, j'avais, avec l'accord de M. Souaré, on avait mis en place l'Observatoire, qui était l'institution internationale indépendante des droits de l'homme. Donc on a décidé de faire un monitoring avec l'appui du PNUD, du Conseil des droits de l'homme du PNUD. Donc on a quadrillé le Conakry. Mais la tension était très vive. Vers 11h ce jour-là, le 23 octobre, je reçois un coup de fil du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui me dit qu'il est à tel endroit où il y a des tirs, mais qu'il aurait appris que dans tel secteur, la garde présidentielle de M. Konaté, le général Konaté, est en train de tabasser des jeunes. Alors je lui dis de façon très simple, je ne suis pas loin du quartier où se déroulent ces événements, donc je vais aller voir. Donc j'ai pris mon véhicule qui était identifié Observatoire des droits de l'homme. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que devant moi, il y avait NDI, qui était une organisation américaine des droits de l'homme. Il y avait d'autres institutions. Eux, ils sont passés dans le secteur alors que les gens étaient en train d'être tabassés sans s'arrêter. Donc quand moi, je suis arrivé au niveau, j'ai garé mon véhicule et je suis descendu pour dire aux militaires d'arrêter. Il y avait déjà un jeune pratiquement qui était entre la vie et la mort sur la chaussée. Et puis je sors de mon véhicule en disant aux militaires, mais arrêtez ce que vous faites. Malheureusement, moi-même, j'ai été pris à partie et tabassé. Ils m'ont cassé le bras. Donc ils nous ont tous embarqués dans des pick-up. On nous a envoyés à la gendarmerie qui était toute proche, où beaucoup de jeunes ont reçu 200-300 coups de fouet. Et moi, j'ai été expédié après à la clinique, dans une clinique avec un bras cassé. Puis une semaine après, j'ai été exfiltré, arrivé à Paris, à Pitié-Salpêtrière pour être soigné. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a profondément marqué, pas par le fait que j'ai été blessé, c'est par le fait que... Du non-respect. Du non-respect. De ses droits. Voilà un pays où il n'y a plus... C'est-à-dire la personne humaine n'a aucune valeur. Aujourd'hui, on peut tuer, quand il y a des manifestations en Guinée, on tue les gens sans problème. Et puis bon, le lendemain, on passe à autre chose. C'est-à-dire la personne humaine dans ce pays ne représente plus rien. Mais ça, c'est dû au fait qu'on n'a pas purgé le système sectouré. C'est-à-dire que depuis sectouré, on pend des gens, on tue des gens. Donc c'est devenu le lot quotidien. En fait, la violence en Guinée est rentrée dans les gènes du Guinéen. Donc cette impunité conduit justement... Aujourd'hui, l'impunité, la preuve, on n'arrive pas à organiser le minimum d'un procès de violence. Et tout le monde aujourd'hui en Guinée attend de façon... avec la plus grande attention le procès du 28 septembre. 2009, le massacre. Moi, personnellement, je suis très, très réservé. Je ne pense pas que la Guinée a les moyens d'organiser un tel procès, mais bon, ça n'engage que moi. Tout le monde dit, le ministre de la Justice le dit. Je ne pense pas que ce pays a les moyens d'organiser un tel procès. Et, par contre, ce procès, il faut absolument qu'il ait lieu. Mais est-ce qu'on peut organiser un procès dans toute sa transparence dans ce pays? Vraiment, j'ai des véritables doutes. Merci beaucoup, Mamadou Aliou Barry, pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à carte sur table. Pour carte sur table, Mamadou Aliou Barry, nous allons parler de ces ateliers, de ces conférences que vous donnez avec l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, parce que vous travaillez sur cette problématique des migrations irrégulières, notamment de la jeunesse africaine. Alors, comment ça se passe, ces ateliers, ces conférences? Alors, moi, j'étais sollicité. Actuellement, aujourd'hui, à Conakry, il y a une représentante de l'Organisation internationale des migrations. Je suis désolé, je ne fais jamais de pub pour des gens, mais c'est une dame d'origine sénégalaise qui est en Guinée aujourd'hui, qui fait beaucoup pour sensibiliser sur
le phénomène de la migration. Et je vois ce qu'elle fait et ça m'a tellement frappé que j'ai été la voir un jour pour dire, moi je suis à Conakry, je suis disponible. La problématique, à mon avis, elle l'a pris du bon côté, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a une vision plus ou moins occidentale, pourquoi les gens partent. Mais on ne cherche pas à savoir quelles sont les raisons qui poussent les gens à partir. Aujourd'hui, quand vous prenez 2 ou 3, 4, tous les Guinéens qui sont tous les jeunes, ils n'ont aucune perspective. Donc, ce qui les intéresse, si vous n'avez pas, aucun être humain ne souhaite quitter son terroir pour ailleurs. S'il quitte, c'est qu'il y a des raisons. Aujourd'hui, c'est qu'en Guinée, tout le monde s'aperçoit qu'il n'y a aucune perspective pour les jeunes. Donc, l'OIM aujourd'hui essaie de faire le maximum possible pour retenir les gens. Mais je me dis, l'OIM a beau faire ce qu'elle a à faire, ce n'est pas la solution. La clé, c'est l'État guinéen. C'est-à-dire, si l'État guinéen ne trouve pas d'opportunités pour la jeunesse, ces jeunes-là vont partir. Donc, moi, à mon niveau, ce que je fais, c'est d'essayer, de par mon parcours, d'expliquer aux jeunes Guinéens, et d'ailleurs quand je vais rentrer, je vais continuer les mêmes démarches, c'est de dire, c'est vrai que c'est un exercice très difficile, de dire aux gens, ça ne sert à rien de partir. La dernière fois, j'étais à une réunion avec des jeunes Guinéens, je dis ça ne sert à rien, j'explique le parcours que j'ai eu, les difficultés, le déracinement, la perte d'histoire, de mémoire, de tradition. Mais il y a un jeune qui m'a dit, oui, c'est bien beau de me dire ça, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes parti. Oui. Donc la difficulté, c'est dire, alors, moi je cherche à leur dire, à leur expliquer. Et vous avez réussi. Pour le moment, on arrive à expliquer, et avec l'avantage que beaucoup de jeunes Guinéens qui sont rentrés, qui ont créé des entreprises, on essaie de dire à tout un chacun, voilà, on est mieux que chez soi. Mais je vous avoue que c'est un exercice très difficile parce que les jeunes, vous leur dites ça toute la journée, ils sortent le soir, le lendemain, ils sont confrontés au manque d'emploi, au manque d'opportunités. Vous imaginez si le système sanitaire en Guinée, il est complètement dégradé, le système éducatif. Vous prenez une jeune fille qui va juste pour des soins de santé, qui laisse sa vie, bon, c'est très difficile. Donc, on essaie de faire le maximum et moi j'ai décidé, à partir de ce livre, d'accompagner vraiment les actions de l'Organisation internationale de migration parce que je considère que sur le terrain, ils essaient, en tout cas en termes de sensibilisation, et je ne me fais aucune illusion pour dire que ça va être la solution, mais la solution, elle ne peut être que guinéenne. Très bien, merci beaucoup Mamadou Aliou Barry. On va passer à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Le coup de cœur, alors quel est l'auteur que vous aimez, que vous avez aimé, qui vous a bouleversé, qui vous a ému? Alors, j'ai écrit ce livre, c'est après avoir lu Amin Malouf, oui. Les identités meurtrières, qui est aujourd'hui à l'Académie française. Quand j'ai fait mon livre La prévention des conflits dans les années 95-97, oui. j'ai eu la chance de le retrouver au Salon du Livre à Toulon. Oui. C'est en 1997 chez Cartala, voilà. La prévention des conflits en Afrique de l'Ouest. Donc lui, il venait de sortir Identité meurtrière et il dédicaçait. Le hasard a voulu que moi, jeune auteur, que je sois juste à ses côtés. Et j'ai pris ce livre, je l'ai lu. À l'époque, je n'avais pas encore ce projet de revenir. J'ai lu Identité meurtrière au moins 4 ou 5, 6 fois. Parce que moi-même, je m'interrogeais la difficulté d'être multiple en soi-même. C'est-à-dire, on n'est ni d'ici ni d'ailleurs. J'avais à mon fort intérieur vraiment un déchirement. Quand j'ai lu Les identités meurtrières, où il explique que c'est en fait une richesse que plutôt des inconvénients, ce jour-là, j'ai dit non, il faut que j'écrive. Et jusqu'à maintenant, c'est mon livre de chevet. C'est quelqu'un que j'ai... D'ailleurs, ce livre, j'avais sollicité qu'il fasse la préface. Et malheureusement, il est rentré à l'Académie française. Ils ont des devoirs de réserve et tout. Donc, mais c'est un livre que je relis de façon régulière. Et ce livre m'a beaucoup inspiré. Très bien. Merci beaucoup, Mamadou Aliou Barry, d'avoir présenté votre coup de cœur, Identité meurtrière. Et puis, vous êtes venu nous voir pour votre ouvrage, votre essai, Revenir, l'Afrique au cœur, édition Descartes, édition 100 000 milliards. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, quant à vous, mes chers complices, eh bien, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.